Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas, est-ce que je suis en ligne? Est-ce que j'ai du son? Oui, on vous entend, docteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est Dr Kiris, chirurgien pédiatre. Je commence mon cours. Alors aujourd'hui, le cours, c'est sur les urgences chirurgicales du nouveau-né. On a seulement 45 minutes pour faire ce cours. Alors on va se concentrer sur les éléments les plus importants. Commençons par les objectifs de notre cours. On doit d'abord définir c'est quoi les urgences chirurgicales, les définir de façon générale, ensuite les définir de façon un petit peu plus... Est-ce que c'est bon? Ça marche? De façon générale, ça va? Je n'ai pas l'image, je n'ai pas mon image ici. Désolée, 5 minutes, 2 secondes. D'accord. J'ai entendu une voix. Normalement, c'est bon, ça marche. D'accord. Ok. Très bien. Désolée pour ce problème technique, puisque c'est ma première fois. Alors, on va définir de façon plus globale les urgences chirurgicales. Ensuite, chaque étiologie, on va leur donner sa définition. On va apprendre au cours de ce cours à faire le diagnostic de ces pathologies, les b.a.-ba du traitement, de la conduite à tenir que tout interne doit apprendre, doit connaître, tout médecin généraliste doit connaître pour prendre en charge ces urgences chirurgicales. Et enfin, déterminer le pronostic de chaque pathologie. Le plan, alors c'est un plan basique, introduction les différentes étiologies. Alors, c'est quoi les urgences chirurgicales? Les urgences chirurgicales néonatales, pour commencer, ce sont des urgences qui mettent en jeu le pronostic vital. C'est néonatal parce que ça a trait au premier mois de vie. Alors, on a deux volets d'étiologie pour ces urgences. Alors, on a premièrement les malformations congénitales. Ces malformations congénitales, ils ont une répercussion anténatale et qui peuvent se manifester par la suite cliniquement de façon plus ou moins bruyante en postnatal immédiat ou tardif. Comment? Alors, répercussion anténatale. Par exemple, prenons l'exemple de la hernie diaphragmatique. La hernie diaphragmatique, du fait du passage des anses en intrathoracique, on va voir un encombrement de la cage thoracique qui a pour conséquence une hypoplasie pulmonaire. L'hypoplasie pulmonaire, c'est la première répercussion de la hernie diaphragmatique. C'est ça la répercussion anténatale. On a ça dans l'hernie diaphragmatique, dans les uropathies, plein d'autres malformations. Les manifestations cliniques, alors toujours l'exemple de la hernie diaphragmatique. La hernie diaphragmatique peut se manifester immédiatement par une détresse respiratoire, imposant l'intervention, la réanimation en urgence, ou bien on va avoir une symptomatologie un petit peu plus discrète, une simple gêne, des vomissements, qui va se révéler plus tardivement. Le deuxième volet des urgences chirurgicales, c'est les pathologies acquises infectieuses. On a la plus connue, c'est l'entérocolite ulcéro-nécrosante, mais on a d'autres types également d'entérocolite rentrant dans le cadre de malformations à type de maladie d'Hirschsprung. Commençons, alors s'il y a deux pathologies que vous devez connaître, c'est l'atrésie de l'œsophage et la hernie diaphragmatique. C'est les deux urgences chirurgicales par excellence. C'est quoi l'atrésie de l'œsophage? L'atrésie de l'œsophage, comme vous voyez ici avec mon curseur, alors bien sûr, c'est une malformation incompatible avec la vie, c'est une urgence chirurgicale. Elle se caractérise par l'interruption de la lumière œsophagienne, la continuité de la lumière œsophagienne, comme vous voyez ici, plus ou moins associée à une fistule avec l'arbre trachéobronchique. Cela, par conséquence, on a des conséquences pulmonaires assez graves. La fréquence, elle est assez fréquente, 1 cas sur 3000 naissances, et elle est largement sous-estimée, je pense.
Alors, c'est quoi? Elle est due à quoi cette atrésie de l'œsophage? C'est multifactoriel. Pour faire simple, c'est une perturbation de l'induction notochordale. En effet, il s'agit soit d'un défaut d'induction, soit un défaut de réception des signaux. Du point de vue embryologique, tout va commencer à la 4e semaine du développement, c'est-à-dire 6e semaine, 5e semaine, 6e semaine d'aménorrhée. Alors, on va avoir au niveau de l'intestin primitif. Vous voyez ça, c'est l'intestin primitif. Au niveau de l'intestin primitif, vous allez avoir une évagination. Un diverticule, c'est le diverticule trachéobronchique. Ce diverticule, il va croître de haut en bas. Par contre, le clivage, il va se faire dans le sens contraire, de bas en haut. À côté de cela, à la fin, on va avoir un clivage latéral, osotrachéal, qui va se faire en même temps que le clivage trachéobronchique de bas en haut. Alors, ça sert à quoi de connaître ça? Ça sert à comprendre que s'il y a la moindre anomalie dans l'induction, on va avoir une interruption du développement. Et cette interruption du développement va aboutir à un arrêt du développement de l'œsophage au détriment du poumon. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un arrêt, le corps va arrêter de faire de l'œsophage, il va privilégier la formation du poumon qui est plus important pour la respiration. Et pour le clivage latéral, alors le clivage latéral, si on n'a pas un clivage latéral qui s'effectue, alors cela explique la formation des fistules osotrachéales. Toute cette embryologie explique l'anatomopathologie. L'anatomopathologie, on a plusieurs classifications. La classification la plus connue, la plus efficace, c'est la classification de la Desgrosses. Cette classification, elle classe l'atrésie de l'œsophage en 4 types, plus ou moins 5, ça dépend comment on classe le type 3. Alors le type 1, c'est une atrésie, ici comme vous voyez, c'est une atrésie sans fistule, c'est-à-dire l'œsophage, le cul-de-sac supérieur, le cul-de-sac inférieur, il ne communique pas du tout avec l'arbre trachéobronchique. Elle est plus ou moins rare. L'atrésie de type 2, alors on va avoir le cul-de-sac supérieur qui va communiquer avec la trachée. Alors elle est rare, extrêmement rare. Le type 3, c'est le plus fréquent, 85% des formes. Alors c'est ça, on va avoir le cul-de-sac supérieur sans fistule, le cul-de-sac inférieur qui va communiquer directement au niveau de l'arbre trachéobronchique. Alors 3A, s'il communique avec la trachée, 3B, s'il communique avec la branche. Le type 4, c'est une atrésie avec une double fistule. Et là, c'est une forme de fistule osotrachéale, comme on a dit tout à l'heure dans l'embryologie, c'est absence de clivage des plis latéraux. Alors, qui dit malformation associée. La malformation associée, on peut avoir, parce que c'est une malformation qui survient assez tôt dans le développement embryonnaire, on peut avoir des malformations cardiaques, des malformations vertébrales, rénales. Alors, l'association de ces malformations, on a l'acronyme VACTREL. V pour vertèbre, A pour anorectal, C pour cardiaque, TE trachéo-œsophagien, R pour rénal et L pour limbe. Qui dit malformation dit prématurité dans 90% des cas. La physiopathe, on a un vieux adage qui dit que l'enfant qui présente une atrésie d'œsophage, il respire par son abdomen et mange par son poumon. Commençons par mange par son poumon. Du fait du cul-de-sac, de l'interruption de la continuité œsophagienne, on va avoir une impossibilité d'alimentation qui a pour conséquence une dénutrition, déshydratation, et cette conséquence, alors on a dit répercussions anténatales, peut commencer en anténatal avec un retard de croissance intra-utérin, une hydramnios. Ensuite, en postnatal, s'il n'a pas été alimenté, alors c'est l'accumulation de la salive, ou bien s'il a été malheureusement alimenté, c'est le lait. Alors, cette accumulation de salive et de lait va passer en fausse route par la trachée, comme vous voyez ici, dans cette flèche, qui va, on va dire, va passer surplus, va passer dans le poumon. Le poumon qui va entraîner quoi? Va entraîner une inflammation, une infection. Cette infection pneumopathique est très respiratoire. Et comment on dit, il respire par son abdomen. Alors, dans les cas les plus fréquents, c'est-à-dire forme type 3, on va avoir une fistule
inférieur, du cul-de-sac inférieur, c'est-à-dire l'estomac, l'œsophage communique directement avec l'arc trachéobronchique. Cet estomac, il va présenter, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un reflux, le reflux acide, abrasion de la muqueuse pulmonaire bronchique, lit de l'infection, infection pulmonaire, détresse respiratoire. Et de 1. Deuxièmement, on a de l'air. Quand il respire, ça passe dans la trachée et ensuite une partie de l'oxygène va passer dans les poumons et une grande partie va passer dans l'abdomen, c'est-à-dire on va avoir un vol ventilatoire. Qu'est-ce qu'on a comme conséquence? Une distension abdominale. Cette distension abdominale qui peut gêner, qui peut devenir importante, qui gêne la course diaphragmatique, qui va aggraver la détresse respiratoire. Le diagnostic, normalement, on est en stade de faire un diagnostic anténatal. Le diagnostic anténatal peut être suspecté à l'échographie par l'hydramnios, l'absence de visualisation de l'estomac, et permet également de rechercher les malformations associées. Actuellement, l'échographie, elle est supplantée bien sûr par l'IRM fœtal. L'IRM fœtal vous montre carrément l'atrésie de l'œsophage et les malformations associées. En postnatal, normalement, le diagnostic, à défaut d'un diagnostic anténatal, on a un diagnostic à la naissance. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va passer une sonde gastrique, on va injecter de l'air et on va ausculter la région épigastrique. Normalement, on entend les bruits de l'air au niveau de l'estomac. Si on n'entend pas, on va constater une sonde qui va buter à quelques centimètres de l'arcade dentaire. D'accord. Si cette sonde a été mal faite ou bien mal interprétée, on va avoir un enfant qui va commencer à s'alimenter, voire s'il ne s'alimente pas, on va avoir un encombrement salivaire. On a la salive, c'est l'hypersialorée. Les conséquences de la détresse respiratoire et de la pneumonie, c'est la cyanose. On a le vol ventilatoire, les conséquences, c'est le météorisme abdominal. Et on a une détresse respiratoire. Des fois, si on a une simple fistule, alors on va avoir une simple toux, suffocation à chaque tétée. Le diagnostic est facilement confirmé par la radiologie en montrant la sonde qui s'enroule, qui bute au niveau du cul-de-sac supérieur. Ça fait le diagnostic. Ça nous permet de déterminer le siège du cul-de-sac. Ici, on a au niveau de la 4e vertèbre. Cet élément est important parce que si on a un écart qui est très important, alors on va pencher par une autre technique chirurgicale, par exemple la gastrostomie. Et si les deux bouts sont assez proches, comme ici 4e, 5e, alors on va penser que l'anastomose œsophagienne va être facile, plus ou moins aisée. Ensuite, ça nous permet également de voir les malformations associées, cardiaques, osseuses. D'accord. Permet d'apprécier l'état du poumon, s'il s'est alimenté, si on a une pneumopathie, bien sûr, ça va aggraver le pronostic, et permet, dans un but purement technique chirurgical, de voir la crosse de l'aorte. Bien sûr, si la crosse de l'aorte elle est à gauche, on va ouvrir à droite. Sinon, on va être gêné par la crosse de l'aorte. Dans le même élan, on va faire un bilan lésionnel qui fait d'une écho-cœur et d'une échographie abdominale à la recherche d'autres malformations. Ici, on voit, c'est un enfant qui présente une atrésie de l'œsophage. On devine ici un petit peu la sonde qui est assez haut située. Il n'y a pas d'aération du tout au niveau de l'abdomen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une atrésie de l'œsophage sans fistule ou bien fistule de type 1, c'est-à-dire type 2. Alors, c'est 1 ou 2. Alors, la fistule au niveau du cul-de-sac supérieur. Le traitement, alors c'est une urgence chirurgicale avec une réanimation intensive. Le but, c'est rétablir la continuité œsophagienne, fermeture de la fistule et bien sûr d'éviter les complications. Les moyens, c'est la chose la plus importante que vous devez connaître. La mise en condition. Vous êtes futur généraliste, alors vous devez savoir qu'un enfant qui présente une atrésie de l'œsophage, on doit le mettre dans une couveuse parce que l'hypothermie, elle peut être dangereuse. L'hypothermie tue. Position proclive, éviter le reflux. On a dit le reflux acide gastrique va entraîner des lésions, des abrasions au niveau de la muqueuse au niveau du poumon. Aspiration continue du cul-de-sac supérieur. Et bien sûr, voie veineuse centrale. Et la ventilation, normalement, elle est spontanée. Si elle n'est pas spontanée, on va l'intuber, l'enfant. La chirurgie, c'est un petit peu pour des niveaux un petit peu plus supérieurs, mais de façon générale, il faut comprendre qu'on peut faire une anastomose œsophagienne en un seul temps,
Comme on peut faire une anastomose en plusieurs temps, alors on va dériver d'abord le cul-de-sac supérieur, soit par une osoracostomie, soit par aspiration du cul-de-sac. On va exclure la fistule, soit par fermeture, stent, ça dépend, il y a plusieurs techniques. Et ensuite, il faut assurer l'alimentation, soit par alimentation parentérale, gastrostomie la plus accessible, et l'alimentation régionale qui obéit quand même à des règles un petit peu plus strictes. Et à défaut, on peut même aller jusqu'au remplacement œsophagien. Ici, par exemple, ce sont des images d'une intervention. On voit ici, vous voyez ici, c'est le cul-de-sac supérieur. Ici, c'est le cul-de-sac inférieur qui communique directement avec la trachée. On a mis l'œsophage sur l'axe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ligaturé ici et suturé ces deux bouts-là pour aboutir à ça. Deuxième étiologie la plus importante de votre cours, c'est la hernie diaphragmatique. La hernie diaphragmatique, comme je vous ai dit, c'est un défaut de développement embryologique qui est caractérisé par l'absence d'une partie ou bien de la totalité de la coupole diaphragmatique, ce qui aboutit au passage migration des viscères de l'abdomen vers le thorax. Intérêt de la question, c'est une urgence néonatale médico-chirurgicale. La fréquence, c'est toujours 1 sur 3500 cas, mais je pense qu'il est toujours susceptible dans notre pays. Le siège, alors on a, c'est 3 fois sur 4 au niveau du foramen de Bogdalek, on va le voir tout à l'heure. 9 fois sur 10, c'est à gauche. On a des formes bilatérales et des formes familiales. On note une prédominance masculine. Le diagnostic anténatal est possible et normalement devrait se faire à tous les coups. Le diagnostic postnatal, il est évident. Le traitement, il est chirurgical, mais toujours précédé par une réanimation adéquate. Le pronostic, il est relativement sombre, surtout dans les formes qui se révèlent par une détresse respiratoire assez précoce. Du point de vue embryologique, alors qui dit hernie diaphragmatique, dit diaphragme. Le développement embryologique du diaphragme, c'est le septum transversal. Le septum transversal, mésenchyme extérieur, qui va diviser le célum interne en deux cavités, cavité abdominale, cavité thoracique. Ce septum transversal, au niveau de la 4e semaine du développement, il va fusionner avec les membranes pleuro-péritonéales droite et gauche pour constituer le diaphragme. Ensuite, on a les piliers diaphragmatiques. Les piliers diaphragmatiques, ils ont une origine embryologique autre, c'est le méso-œsophagien. Cela explique au cours des grandes dysplasie, aplasie diaphragmatique, on peut avoir des piliers tout à fait corrects et les contraires également est juste. Quand on a une aplasie des piliers diaphragmatiques, comme au cours des hernies natales, on va avoir un diaphragme qui est correct. À la 6e semaine du développement, 8e semaine d'aménorrhée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une migration de cellules myoblastiques au niveau de ce feuillet qui était fibreux pour que ça se transforme plus tard en muscles striés. Ça, c'est une image qui montre la fusion du septum transversal avec les membranes pleuro-péritonéales. L'itiopathogénie. Alors, l'itiopathogénie, on a plusieurs. Alors, pour la hernie de Bogdalek, pour la hernie postérieure de Bogdalek, alors c'est un défaut de fermeture de la membrane pleuro-péritonéale avec le septum transversal, soit dû soit à un retard de fermeture de cours ou bien à une réintégration prématurée de l'os primitif avant la 8e semaine qui gêne la fusion des feuillets pleuropéritonéaux du septum transversal. La hernie rétrosternale par le foramen de Morgani. Ensuite, on a ce septum transversal qui va fusionner en avant avec la cage thoracique. Et chaque fois qu'il y a un défaut de fusion, on va avoir une fente par laquelle va passer les anses, les viscères, qui va constituer une hernie antérieure le plus souvent. Défaut de muscularisation. Alors, on a dit qu'au niveau au cours de la 6e semaine, on va avoir une migration de cellules myoblastiques. S'il n'y a pas cette migration de cellules myoblastiques, ce feuillet fibreux ne va jamais se transformer en muscle strié. Donc, on va avoir un défaut de muscularisation et c'est ça l'éventration diaphragmatique. Chez l'enfant, l'éventration diaphragmatique, c'est un défaut de muscularisation. Ce n'est pas comme chez l'adulte, c'est post-traumatique, c'est toute autre chose. Élargissement de l'orifice diaphragmatique, c'est au cours de la hernie natale, et on a les autres malformations en type génétique. Du point de vue anatomopathologique, on a dit que c'est un défect, ça c'est le foramen de Bogdalek. Le foramen de Bogdalek, il peut être ovalaire, taille variable.
il admet un ou deux doigts, le siège postérolatéral. On peut avoir un sac herniaire comme on peut ne pas l'avoir. Le sac herniaire, il est fait de deux séreuses pleurales et péritoniales. On a les organes herniés, tout peut monter dans le thorax, sauf les éléments qui sont fixes, à savoir le duodénal pancréas et le sigmoïde. Les malformations associées, alors on va avoir plutôt des anomalies associées, mais on a également les malformations, mais c'est un petit peu trop long pour vous. Alors c'est hypoplasie pulmonaire, nodule hépatique, et on a les vis de rotation, puisque l'anse primitive directement de l'extérieur, elle va passer directement dans le thorax, elle ne va pas faire ses 3 tours et elle ne va pas correctement se fixer, ce qui va entraîner des problèmes digestifs par la suite. La physiopathologie. Une des conséquences de la hernie diaphragmatique, c'est l'hypoplasie pulmonaire, parce que le poumon n'a pas assez de place pour se développer. Alors ça va donner quoi? Ça va donner un syndrome de détresse respiratoire. Qui dit détresse respiratoire dit hypoxie, hypercapnie, qui va se manifester par une acidose, et cette acidose, elle aura des répercussions sur le rein, sur le cœur, sur le poumon. Oligourie, hypercapnie, ça dépend des défaillance cardiaque. Tout ça est aggravé par l'hypothermie et l'hypotrophie. Le diagnostic anténatal. Alors, comme diagnostic anténatal, alors on va avoir l'échographie, on peut faire ça par une simple échographie au deuxième trimestre qui va montrer la hernie diaphragmatique, elle va la montrer avec une déviation du cœur. Dans l'hémithérax, on va retrouver des anses intestinales, de l'estomac, un aspect déshabité de l'abdomen avec une biométrie faible, une hernie diaphragmatique droite. L'hernie diaphragmatique droite, c'est la déviation de l'axe un petit peu difficile, c'est la déviation de l'axe ombilico-portosystémique, c'est un angle. Quand chaque fois que là, cet axe est dévié, on parle d'une hernie diaphragmatique droite. C'est plus facile avec une IRM, bien sûr, on voit tout, on ne fait pas de scanner chez la femme enceinte, on fait une IRM. Alors, et là, on a la hernie diaphragmatique. Elle est stable. Vous m'entendez? Oui, d'accord. La hernie diaphragmatique, toujours, normalement, on va continuer. Alors, on a ici la hernie diaphragmatique droite. Et vous voyez ici une image de la brioche hépatique par le foramen de Bogdanec droit. Ça, c'est un nodule hépatique. IRM, c'est génial. Le diagnostic postnatal, on va prendre un type de description avec une détresse respiratoire à la naissance. L'enfant va présenter à la naissance une dyspnée, une détresse respiratoire avec sternum tachycardie. À l'inspection, on va avoir un hémithorax gauche qui est bombé, un abdomen plat. À la percussion, un tympanisme. L'auscultation, on a des bruits cardiaques qui sont déviés à droite, bruits hydroaériques anormaux à gauche, et les murmures vésiculaires sont bien sûr diminués. Ça, c'est les 5 signes. Alors, la cyanose, la dextrocardie, l'hémithorax bombé, la dyspnée, l'abdomen excavé, c'est pathognomonique de la hernie diaphragmatique. Vous devez retenir ces 5 signes-là. De point de vue paraclinique, le diagnostic, il est assez facilement confirmé. On fait une simple radio qui va montrer des images claires intrathoraciques avec la sonde nasogastrique qui descend et qui monte ensuite dans le thorax. C'est le signe de l'hameçon. Ça, on a des signes indirects, c'est le refoulement du médiastin, le refoulement du poumon, l'abdomen qui est opaque puisque la majorité des anses, elles sont en intrathoracique. Le traitement, alors c'est une urgence obstétrico-médico-chirurgicale. Pourquoi obstétrico-médico-chirurgicale? D'abord, le diagnostic doit être anténatal pour permettre s'il y a des facteurs de risque, extraire en urgence l'enfant, le fœtus. Ensuite, la maman doit être hospitalisée dans un centre qui contient un chirurgien pédiatre avec une bonne équipe de réanimation. Et enfin, on doit avoir une réanimation et une équipe de chirurgie. Alors, le but, c'est bien sûr lutter contre la détresse, réparation du défect diaphragmatique. Les moyens, c'est la réanimation, la mise en condition, comme on a vu dans l'atrésie de l'œsophage. On rajoute à ça la lutte contre l'acidose. Bien sûr, il n'y a pas l'aspiration du cul de sac supérieur. La chirurgie, c'est fermeture de l'orifice diaphragmatique. On a ici des images. Alors, vous voyez ici, ça c'est l'orifice, ça c'est la cage thoracique. On a un petit peu d'épiplan qui reste. On a réduit l'ensemble des éléments en intra-abdominal. Ça, c'est le sac du sac. Et là, on a les deux orifices, l'orifice, l'abdomen. Ensuite, on a fermeture de cet orifice. Très bien. Par la suite, on a les urgences abdominales. On a terminé le chapitre thoracique, maintenant le chapitre abdomen. Alors, il faut connaître qu'on a plusieurs étiologies, l'atrésie duodénale, l'atrésie intestinale, l'atrésie du côlon, maladie d'Hirschsprung, malformation anorectale, ileus méconial, péritonite méconiale. Grosso modo, l'ensemble de ces malformations va donner un syndrome
occlusif. Ce syndrome occlusif qui fait de la triade clinique assez classique, qui vomissement bilieux, ballonnement abdominal et absence d'émission de méconium. Avec, à la radiologie, on a des niveaux hydroaériques. Une fois qu'on a déterminé le syndrome occlusif, on doit préciser la topographie de cette occlusion. Il peut s'agir d'une occlusion haute. Dans ce cas-là, les vomissements sont plus précoces, l'abdomen est plat, les niveaux sont plutôt centraux, comme ici vous voyez, les niveaux sont centraux et plus larges que hauts. Et les occlusions basses, alors les vomissements bien sûr sont tardifs, le ballonnement il est très très important et les niveaux ils sont ici assez périphériques et on va voir ils sont plus hauts que larges. Et encore, qu'en étiologie pour l'étage abdominal, on va avoir l'entérocolite ulcéronnécrosante, comme on a vu à la définition, et le volvulus de l'intestin sur mésentère commun. Pourquoi on ne l'a pas classé avec les syndromes occlusifs? Parce qu'ici, on n'a pas d'absence d'émission du méconium et on va avoir un transit normal, généralement pendant 15 jours, ensuite arrêt du transit. On va avoir un abdomen plat et on va avoir ça par la suite. L'atrésie duodénale. L'atrésie duodénale, on a différents types. C'est bien sûr, tout qui dit atrésie dit solution de continuité. C'est une interruption de la lumière duodénale. C'est une embryopathie, c'est pas une phytopathie. Qui dit embryopathie dit malformation associée. Et on a plusieurs types anatomopathologiques. On a la membraneuse, on a la cordonale, c'est-à-dire on va avoir un cordon qui relie les deux bouts. La membraneuse, c'est seulement une membrane qui sépare les deux culs de sac. Et on a la complète, c'est pas de contact entre les deux culs de sac. Le pancréanulaire fait partie également des atrésies duodénales. On a qui dit embryopathie, dit anomalie chromosomique à type trisomie 21 présente en 30% des cas quand même. Et on a des malformations cardiaques, anorectales, œsophagiennes. Le diagnostic, possibilité de faire le diagnostic en anténatal, comme toutes les atrésies digestives, on va avoir un défaut d'absorption du liquide amniotique, donc hydramnios. Et particularité de la atrésie duodénale, c'est l'image en double bulle. On a ici l'image, la bulle de l'estomac et la bulle de D1. Cette image, on peut la voir également à l'échographie en anténatale. Le traitement, la clinique, on a dit, c'est une occlusion haute, comme on a vu tout à l'heure, avec un abdomen plus ou moins plat. On peut seulement avoir une boussure épigastrique. Le but, c'est rétablir la continuité et permettre l'alimentation. On doit faire une aspiration. Devant tout syndrome occlusif, vous devez mettre systématiquement le nouveau-né en condition avec une aspiration continue du tube digestif. Cela permet quoi? Permet un bon transport et éviter les inhalations, les syndromes de Mendelssohn qui vont entraîner des pneumopathies qui vont aggraver le pronostic. L'enfant meurt souvent d'une infection que de son atrésie. D'accord. Ensuite, on a la rééquilibration hydroélectrolytique parce que ce sont des enfants qui vomissent. Qui dit vomissement, dit hyponatrémie, hypokaliémie, il faut le rééquilibrer avant l'intervention chirurgicale. Par la suite, on va faire une anastomose duodéno-duodénale, le plus souvent latéro-latérale. Et si on a un simple diaphragme muqueux, on va seulement réséquer le diaphragme muqueux. L'atrésie du greffe, solution de continuité au niveau du greffe. Là, c'est un petit peu plus tardif, c'est une photopathie, c'est pas une embryopathie. C'est dû à un accident vasculaire tardif et c'est encore plus exceptionnel, c'est 1 sur 15 000 cas. On a le diagnostic anténatal toujours avec une dilatation des anses intestinales en amont de l'obstacle hydramnios. À la naissance, on a une occlusion haute avec, ça dépend. Si le siège il est haut, l'occlusion elle est haute, alors on va avoir un abdomen qui n'est pas très distendu. Si le siège il est ilial, ok. On a ensuite l'atrésie colique. On me rappelle que j'ai pas beaucoup de temps, mais on va faire vite. Atrésie colique, ça donne une occlusion basse. La maladie d'Hirschsprung, c'est une maladie qui est assez importante. Absence congénitale des cellules ganglionnaires au niveau du plexus de Meissner et d'Auerbach. Plusieurs formes anatomiques, on a la courte, l'ultra courte, la longue et la sigmoïdienne qui est la plus fréquente. Type de description, c'est la sigmoïdienne. Alors, elle se révèle précocement par un syndrome occlusif. On va avoir pas de signes généraux, sauf s'il y a complications infectieuses. Et test à la sonde, c'est l'élément le plus important, l'introduction. Alors, on a un syndrome occlusif et dès qu'on met une sonde rectale, on va avoir
affaissement de l'abdomen avec des bâcles de matière et des gaz. La radio, retenez cette image, elle est pathognomonique. On n'a pas vraiment des niveaux, mais on va avoir une distension importante des onces intestinales du côlon. Le diagnostic, il est suspecté par le lagmobarité qui montre les 3 segments, zone de transition qui est assez conique, zone rigide normale, c'est la zone pathologique, et la zone dilatée, c'est la zone qui est normale. La manométrie rectale, on ne peut pas faire ça en périnéontal, mais la biopsie fait le diagnostic est anatomopathologique. Le traitement, alors on a le nursing, permet l'évacuation du côlon par le passage d'une sonde, la colostomie. Sinon, traitement plus tard, c'est l'abaissement du segment sain à la zone rectale. Les malformations anorectales. Alors, définition, ce sont des anomalies congénitales de la formation de situation ou de l'abouchement de la portion terminale du tube digestif avec ou sans communication génito-urinaire. Classification, on a les formes hautes, les formes intermédiaires et les formes basses. Alors, on a les formes hautes, le cul-de-sac au-dessus des releveurs, les formes intermédiaires au niveau des releveurs et les formes basses au-dessus des releveurs. Pour le garçon, alors on a à chaque fois qu'on a la forme haute et intermédiaire, le cul-de-sac face à boucher au tractus urinaire par une fistule, on va avoir une méconurie. Quand il s'agit d'une forme basse, il n'y a pas de fistule, pas de méconurie. Ça, chez le garçon, on a ici imperforation anale avec l'hypothétique anus. La forme, chez la fille, on va compter les trous. Alors, normalement, on a 3 trous. Alors, le rectum, l'anus, normalement, il est normoposé. Des fois, il est antéposé. Des fois, il est au niveau du vestibule. Des fois, au niveau vaginal. Et des fois, on a un seul orifice, c'est le cloaque. Alors, chez le garçon, on lui fait l'incidence de Wangenstein-Rice, alors qui permet de déterminer le cul-de-sac par rapport au plan des releveurs. Ça, c'est la ligne de Stephens qui relie la dernière pièce sacrée à la cervice pubienne. Et on a également ici l'ischion qui permet de faire un triangle pour voir les zones intermédiaires. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Alors, le traitement, c'est rétablir le transit intestinal par une colostomie et plus tard, faire un abaissement. L'hélice méconiale, c'est correspond à l'obstruction de la lumière ilion terminale par du méconium durci ou anormal. On a 4 conditions, l'occlusion intestinale complète siège au niveau de l'ilion terminal, survenue dès la naissance et l'existence de microviscidose. On a les niveaux, ils sont un petit peu irréguliers par rapport aux occlusions normales. Le traitement, normalement, c'est nymphement hydrosoluble. Si on a complication échec, alors c'est la stomie. La péritonite méconiale, c'est une péritonite qui est caractérisée par la perforation digestive périnatale qui va être responsable d'une péritonite. On a une incidence assez élevée de la mucoviscidose, 40% des cas, et la mortalité elle est assez grave. L'entérocolite, c'est la cause infectieuse acquise, caractérisée par l'inflammation de la paroi intestinale d'origine vasculaire et infectieuse, pouvant aboutir à la perforation. On a le tableau clinique, on a un état septique, on va avoir des rectorragies, un abdomen qui est distendu et diarrhée, avec une pneumatose pariétale intestinale. Vous voyez ici l'air, c'est la pneumatose pariétale. On peut même avoir une pneumatose portale à l'échographie. L'appendicite, généralement en rapport avec l'entérocolite. Le volvulus, comme on a vu, ça donne une occlusion haute avec un abdomen qui est assez plat. Et on a, c'est un arrêt des matières et des gaz après un intervalle libre, contrairement à l'occlusion. Là, c'est un volvulus, comme vous voyez. Alors, il faut le prendre en charge. L'urgence, les valves de l'urètre postérieur. Alors, l'urgence urologique. La valve de l'urètre postérieur, c'est un obstacle sous-vesical chez le garçon caractérisé par la présence de replis membranaires au niveau de l'urètre postérieur. Ça peut même donner des détresses urologiques responsables d'une dérivation en urgence. On a la torsion testiculaire, une grosse pousse à la naissance. Il faut faire le diagnostic différentiel avec l'hydrocèle et les kystes ovairiens qui peuvent être hémorragiques ou bien torsion. L'omphalocèle, les malformations pariétales. L'omphalocèle ou célosomie moyenne est une malformation congénitale de la paroi abdominale antérieure correspondant à un défaut de fermeture de l'anneau ombilical recouvert par une membrane de liquide amniotique. Elle est assez fréquente, elle est assez rare, 1 sur 1500, pas de prédominance. Le pronostic il est assez sévère du fait des malformations associées parce que c'est une embryopathie. Le diagnostic est possible à l'échographie anténatale. Le traitement, c'est une mesure de protection. Vous voyez ici, alors on a là le défect recouvert par une membrane amniotique. On a ici les os. Ensuite, on a le laparoschisis. On a 4 minutes, alors on va parler doucement du laparoschisis. Le défect pariétal para-ombilical droit à l'origine d'une éviscération de l'anse intestinale primitif sans membrane avec insertion normale du cordon sur la paroi antérieure.
Alors, elle est assez rare, 1 sur 10 000, pas de prédominance de sexe, située dans la majorité des cas à droite. L'incidence des malformations est rare parce que c'est une photopathie, c'est un accident ischémique tardif, contrairement à l'omphalocèle qui est une embryopathie. Donc, on va avoir plutôt des anomalies intestinales que des malformations associées. La prématurité retrouvée dans 60% des cas, le pronostic, normalement, il est meilleur que l'omphalocèle, mais chez nous, du fait de la réanimation, des problèmes techniques, c'est le contraire. Alors ici, c'est le défect. Et on a quoi? On a une implantation normale de l'ombilic, contrairement à l'omphalocèle, où on n'a pas d'implantation normale de l'ombilic. Donc, on va ici, là, c'est l'omphalocèle. L'omphalocèle, vous voyez l'ombilic? Il se détache au sommet de l'omphalocèle et il est recouvert par une membrane amniotique. Contrairement à l'aparoschistis, il n'y a pas de membrane amniotique. L'implantation, elle est normale de l'ombilic. Ça, normalement, la prise en charge, c'est en plus de la mise en condition de l'atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire couveuse, voie d'abord, déclive, position déclive. On doit mettre l'enfant systématiquement sous antibiothérapie, vitamine K pour éventuellement augmenter le TP et protéger la zone pathologique. Ça, c'est le sac à grêle. On met directement la partie caudale de l'enfant au niveau d'un sac à grêle. Ce sac à grêle, il n'est pas disponible tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez envelopper l'enfant dans un champ stérile sec. Pas de pansement gras, pas de pansement mouillé, parce que ça va entraîner une hypothermie par la suite. Pour conclure, alors on a les urgences chirurgicales néonatales. Ils regroupent un large panel étiologique dont le développement des moyens diagnostiques anténatales et la prise en charge postnatale ont permis de réduire la mortalité dans les pays développés. Je dis bien les pays développés. Merci. Vous avez des questions? On a encore 2 minutes. Pas de questions? Alors, si vous devez retenir quelque chose, retenez l'hernie diaphragmatique, l'atrésie de l'œsophage et surtout la prise en charge des nouveau-nés, surtout la mise en condition, l'omphalocèle et la paroschistis. Essayez de retenir ça. Merci. Pas de questions? Vraiment pas de questions? Ok. Merci beaucoup. Okay. Je ne vois pas ici. C'est bon normalement.